Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et profitez bien de cette vidéo. Imaginez un territoire où trois continents se rencontrent, où les vagues méditerranéennes caressent des plages dorées, tandis que le désert s'étend à l'infini vers le sud. Un pays qui fut carthaginois, romain, vandale, byzantin, arabe, ottoman, français et enfin algérien. Pourquoi cette terre a-t-elle attiré tant de conquérants? Qu'est-ce qui rendait l'Algérie si précieuse que des empires entiers se battaient pour la posséder? Comment un territoire aussi vaste et diversifié a-t-il forgé une identité qui survécut à des millénaires de domination étrangère? L'histoire de l'Algérie n'est pas simplement celle d'une nation, c'est l'histoire de la Méditerranée elle-même, un récit de résistance, d'adaptation et de transformation. Bien avant que les premiers navigateurs phéniciens n'aperçoivent ses côtes, bien avant que Rome ne rêve de dominer l'Afrique du Nord, cette terre portait déjà la vie. Les montagnes du Tel, verdoyantes et fertiles, descendaient en pente douce vers la mer. Les hauts plateaux s'étendaient au centre, vastes et arides. Plus au sud, le Sahara commençait son règne infini, océan de sable et de pierre où seuls les plus courageux osaient s'aventurer. Le climat méditerranéen du nord offrait des étés chauds et des hivers doux, parfaits pour la culture du blé et de l'olivier. Les vallées abritaient des cours d'eau qui permettaient l'agriculture. La faune comprenait des lions de l'Atlas, aujourd'hui disparus, des panthères, des gazelles et des autruches dans les régions désertiques. Les premiers habitants connus de cette région furent les Berbères, un peuple autochtone dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les Berbères n'étaient pas un groupe homogène, mais une mosaïque de tribus avec leurs propres dialectes, coutumes et structures sociales. Ils parlaient des langues tamazighes, construisaient des villages fortifiés dans les montagnes et maîtrisaient l'agriculture et l'élevage. Leurs ancêtres remontent au Paléolithique, comme en témoignent les peintures rupestres du Tassili Nadjer dans le Sahara algérien. Ces fresques extraordinaires, datant de plusieurs millénaires avant notre ère, montrent des scènes de chasse, de danse, des animaux aujourd'hui disparus de la région et des figures humaines dans des postures rituelles. La société berbère était organisée en tribus, chacune dirigée par un chef élu ou héréditaire selon les régions. Les femmes jouissaient d'un statut relativement élevé comparé à d'autres sociétés anciennes, participant aux décisions communautaires et possédant des biens. Les Berbères pratiquaient des religions animistes, vénérant les forces de la nature, les montagnes sacrées et les sources d'eau. Ils croyaient en des esprits qui habitaient les lieux naturels et pratiquaient des rituels pour s'assurer des récoltes abondantes et de la protection contre les dangers. L'architecture berbère traditionnelle comprenait des maisons en pierre sèche, des greniers fortifiés, appelés irermes dans certaines régions, et des villages perchés sur les hauteurs pour se protéger des invasions. Vers le XIIe siècle avant notre ère, les Phéniciens commencèrent à explorer les côtes méditerranéennes, cherchant de nouvelles routes commerciales et des sources de matières premières. Ces navigateurs habiles, originaires de l'actuel Liban, établirent des comptoirs le long du littoral nord-africain. Ils ne cherchaient pas à conquérir les terres intérieures, mais à créer des ports où ils pouvaient échanger des produits manufacturés contre des matières premières locales. Sur le territoire de l'Algérie actuelle, ils fondèrent plusieurs établissements, dont Icossim, qui deviendrait plus tard Alger, et Yol, futur Cherchel. Ces comptoirs servaient de point d'ancrage pour le commerce du blé, de l'huile d'olive, du bois de cèdre et des métaux précieux. Les relations entre Phéniciens et Berbères furent généralement pacifiques et mutuellement bénéfiques. Les Phéniciens apportèrent de nouvelles techniques agricoles, l'alphabet phénicien qui influença l'écriture libyque utilisée par certaines tribus berbères et des innovations en métallurgie. En échange, ils obtinrent l'accès aux ressources de l'arrière-pays et des partenaires commerciaux fiables. Mais c'est avec la fondation de Carthage, en 814 avant notre ère selon la tradition, que l'influence phénicienne en Afrique du Nord prit une nouvelle dimension. Carthage,
situé dans l'actuelle Tunisie, devint rapidement la puissance dominante de la Méditerranée occidentale. Les Carthaginois étendirent leur influence sur le territoire algérien, établissant de nouveaux comptoirs et fortifiant les existants. Ils recrutèrent des mercenaires berbères dans leurs armées, reconnaissant leur qualité de cavaliers et de guerriers. Ces soldats berbères combattirent aux côtés de Carthage dans les guerres puniques contre Rome. Hannibal Barca, le célèbre général carthaginois, comptait parmi ses troupes de nombreux cavaliers numides, réputés pour leur agilité et leur tactique de harcèlement. Mais la relation entre Carthage et les royaumes berbères n'était pas toujours harmonieuse. Les tribus de l'intérieur conservaient leur indépendance et résistaient parfois aux tentatives carthaginoises d'expansion territoriale. Au IIIe siècle avant notre ère, deux royaumes berbères émergèrent comme forces politiques majeures dans la région, la Numidie et la Maurétanie. La Numidie occupait le territoire correspondant approximativement à l'est de l'Algérie actuelle et à une partie de la Tunisie. Elle était divisée en deux branches, les Massiles à l'est et les Massaésiles à l'ouest. La Maurétanie s'étendait à l'ouest, couvrant l'ouest de l'Algérie et le Maroc actuel. Ces royaumes n'étaient pas de simples confédérations tribales, mais des États organisés avec des capitales, des administrations et des ambitions territoriales. Le roi numide le plus célèbre fut Massinissa, qui régna de 202 à 148 avant notre ère. Jeune homme, Massinissa combattit d'abord aux côtés de Carthage contre Rome lors de la Deuxième Guerre punique. Mais avec l'habileté politique caractéristique des grands dirigeants, il changea d'alliance et soutint Rome, reconnaissant que l'avenir appartenait à la puissance montante. En échange de son soutien lors de la bataille de Zama en 202 avant notre ère, où Hannibal fut finalement vaincu, Rome reconnut Massinissa comme roi de toute la Numidie unifiée. C'était un triomphe diplomatique remarquable, qui transforma un royaume divisé en une puissance régionale majeure. Massinissa ne se contenta pas de régner, il transforma la Numidie. Il encouragea l'agriculture sédentaire, construisit des villes, développa le commerce et créa une administration centralisée. La capitale, Cirta, aujourd'hui Constantine, devint un centre urbain prospère avec des bâtiments publics, des temples et des marchés animés. Massinissa fit frapper sa propre monnaie, signe d'indépendance économique et politique. Il patronna les arts et invita des intellectuels grecs à sa cour, favorisant un mélange culturel entre traditions berbères et influences hellénistiques. Sous son règne, la Numidie devint le grenier à blé de Rome, exportant des quantités massives de céréales vers la République romaine. Mais cette prospérité contenait les graines de sa propre destruction. Rome, reconnaissante envers Massinissa, tolérait son indépendance tant qu'elle servait les intérêts romains. Après sa mort, en 148 avant notre ère, ses successeurs n'eurent pas son habileté politique. Jugurtha, petit-fils de Massinissa, tenta de maintenir l'indépendance numide face aux ambitions romaines croissantes. Intelligent, charismatique et militairement compétent, Jugurtha comprenait le jeu du pouvoir. Il avait combattu aux côtés des Romains en Espagne et connaissait leurs forces et leurs faiblesses. Quand Rome tenta d'intervenir dans la succession numide, divisant le royaume entre plusieurs héritiers pour mieux le contrôler, Jugurtha réagit avec violence. La guerre de Jugurtha, qui dura de 112 à 105 avant notre ère, fut un conflit brutal qui révéla les limites de la puissance romaine. Jugurtha utilisait la guérilla, attaquant les colonnes romaines, puis se repliant dans les montagnes où les légions ne pouvaient le suivre. Il corrompit des généraux romains, exploitant la corruption endémique de la République tardive. Pendant des années, il tint Rome en échec, humiliant plusieurs commandants envoyés pour le capturer. L'historien romain Salluste rapporta que Jugurtha aurait dit de Rome qu'elle était une ville à vendre, où tout pouvait s'acheter si on avait assez d'argent. Cette phrase, vraie ou apocryphe, capturait l'essence de sa stratégie. Finalement,
Rome envoya Marius, un général compétent accompagné de son lieutenant Sulla. Ils adoptèrent de nouvelles tactiques, s'alliant avec Bocchus, roi de Maurétanie et beau-père de Jugurtha. Bocchus, pesant les risques et les opportunités, choisit de trahir Jugurtha en échange de la reconnaissance romaine. En 105 avant notre ère, Jugurtha fut capturé par ruse lors d'une rencontre diplomatique. Emmené à Rome, il fut exhibé lors du triomphe de Marius, puis jeté dans une prison souterraine où il mourut de faim et de froid. Sa mort marqua la fin de l'indépendance numide. Rome annexa progressivement le royaume, le transformant en province romaine d'Africa Nova. L'Algérie devint alors partie intégrante de l'Empire romain, une transformation qui durerait près de 6 siècles et laisserait une empreinte indélébile sur la région. Les Romains ne se contentèrent pas d'occuper le territoire, ils le transformèrent. Ils construisirent des routes pavées qui reliaient les villes côtières aux garnisons de l'intérieur, facilitant le commerce et le déplacement des légions. Ils fondèrent des colonies pour les vétérans de l'armée, créant des centres urbains à l'image de Rome. Timgad, fondée en 100 après notre ère par l'empereur Trajan, fut l'une de ces villes. Aujourd'hui ruinée, mais remarquablement préservée, Timgad témoigne de l'urbanisme romain, avec son plan en damier, son forum, ses thermes, son théâtre et ses arcs de triomphe. Les Romains exploitèrent intensivement les ressources agricoles de l'Algérie. Les plaines côtières et les vallées intérieures furent transformées en vastes domaines agricoles, les latifundia, produisant du blé, de l'huile d'olive et du vin. L'Afrique du Nord devint l'une des principales sources de grains pour Rome, approvisionnant la capitale en céréales essentielles pour nourrir sa population croissante. L'huile d'olive algérienne était exportée dans tout l'Empire, transportée dans des amphores qui portaient les marques des producteurs locaux. Les Romains introduisirent de nouvelles techniques d'irrigation, construisant des aqueducs pour amener l'eau des montagnes vers les villes et les champs. La romanisation de la société berbère fut progressive mais profonde. Les élites berbères adoptèrent la langue latine, les vêtements romains et les coutumes de l'Empire. Leurs fils étudiaient la rhétorique et la philosophie, aspirant à faire carrière dans l'administration impériale ou l'armée. Plusieurs berbères romanisés atteignirent les plus hauts rangs de l'Empire. L'empereur Septime Sévère, qui régna de 193 à 211, était originaire de Leptis Magna en Libye, mais sa famille avait des liens avec l'élite nord-africaine. Saint Augustin, l'un des plus grands théologiens chrétiens, naquit à Tagaste en 354, dans l'actuelle Algérie. Berbère romanisé, il écrivit en latin et devint évêque d'Hippone, aujourd'hui Annaba. Le christianisme se répandit en Afrique du Nord dès les premiers siècles de notre ère. Les communautés chrétiennes s'établirent dans les villes, attirant d'abord les populations urbaines avant de gagner progressivement les campagnes. L'Église africaine produisit certains des plus grands penseurs chrétiens, Tertullien, Cyprien de Carthage et bien sûr Augustin. Mais le christianisme nord-africain développa aussi ses propres particularités, notamment le donatisme, un mouvement schismatique qui insistait sur la pureté de l'Église et rejetait les clercs qui avaient failli durant les persécutions. Ce débat théologique reflétait des tensions sociales plus profondes, opposant souvent les populations rurales berbères, qui soutenaient le donatisme, aux élites urbaines romanisées, plus proches de l'orthodoxie impériale. Au Ve siècle, l'Empire romain d'Occident commença à s'effondrer sous la pression des invasions barbares. Les Vandales, un peuple germanique, traversèrent l'Espagne et débarquèrent en Afrique du Nord en 429 sous la conduite de leur roi Ganséric. En 439, ils s'emparèrent de Carthage et établirent un royaume qui contrôlait la Tunisie actuelle et une partie de l'Algérie orientale. Les Vandales étaient ariens, une forme de christianisme considérée comme hérétique par l'orthodoxie catholique. Ils persécutèrent les catholiques et confisquèrent les propriétés de l'Église,
créant des tensions religieuses qui affaiblirent leur légitimité auprès de la population locale. Le royaume vandale dura moins d'un siècle. En 533, l'empereur byzantin Justinien envoya son général Bélisaire reconquérir l'Afrique du Nord. Avec une armée relativement modeste mais disciplinée, Bélisaire débarqua en Tunisie, vainquit les Vandales en 2 batailles décisives et restaura le contrôle byzantin sur la région. Constantinople voyait l'Afrique du Nord comme partie intégrante du monde romain et était déterminée à la récupérer. Mais la reconquête byzantine fut incomplète. Byzantins contrôlaient les villes côtières et quelques garnisons intérieures, mais les tribus berbères de l'arrière-pays conservaient leur autonomie de fait. La domination byzantine en Algérie fut caractérisée par une administration lourde, une fiscalité oppressive et des tensions religieuses continues. Les Byzantins tentèrent d'imposer l'orthodoxie religieuse, poursuivant les donatistes et autres mouvements schismatiques. Mais leur contrôle était précaire. Les tribus berbères se soulevaient régulièrement, résistant à la centralisation byzantine. Dans les montagnes de l'Aurès, des chefs berbères comme Yabdas menèrent des révoltes qui harcelèrent les autorités byzantines pendant des décennies. La société nord-africaine était fragmentée entre les villes romanisées et christianisées, les garnisons byzantines et l'arrière-pays berbère qui restait largement en dehors du contrôle impérial. C'est dans ce contexte d'instabilité et de fragmentation qu'arriva un changement qui transformerait radicalement et définitivement l'Algérie: la conquête arabo-musulmane. Au 7e siècle, une nouvelle force politique et religieuse émergea de la péninsule arabique. L'islam, fondé par le prophète Muhammad à la Mecque et Médine, unifiait les tribus arabes sous une bannière religieuse et politique commune. Après la mort de Muhammad en 632, ses successeurs, les califes, lancèrent une série de conquêtes qui bouleversèrent le monde méditerranéen. Les armées arabes conquirent d'abord la Syrie, la Palestine, l'Égypte et la Perse. Puis elles se tournèrent vers l'ouest, vers l'Afrique du Nord. En 643, le général arabe Amr ibn al-As pénétra en Libye. Les premières incursions furent des raids exploratoires, testant les défenses byzantines et pillant les richesses locales. Mais à partir de 662, sous le commandement de Uqba ibn Nafi, les conquêtes devinrent plus systématiques. Uqba fonda la ville de Kairouan en 670, qui devint la première capitale musulmane en Afrique du Nord et un centre majeur de l'islamisation. La progression arabe en Algérie ne fut pas une marche triomphale facile. Les Byzantins résistèrent dans leurs forteresses côtières. Mais surtout, les Berbères défendirent farouchement leur territoire. Contrairement à d'autres régions conquises par les Arabes, où les populations locales étaient souvent fatiguées de la domination byzantine ou perse et accueillaient parfois les conquérants avec indifférence, les Berbères d'Afrique du Nord se battirent avec acharnement. Ils voyaient dans les Arabes un nouveau groupe d'envahisseurs étrangers cherchant à les dominer. Les chroniques arabes elles-mêmes reconnaissent la férocité de la résistance berbère. Koussaïla, chef de la tribu berbère des Aouraba, mena une résistance importante contre les Arabes. Initialement chrétien, il s'était converti à l'islam et avait même servi dans l'armée arabe. Mais déçu par le traitement réservé aux Berbères convertis, qui étaient considérés comme des musulmans de seconde classe, il se rebella. En 683, Koussaïla vainquit et tua Uqba ibn Nafi lors d'une bataille à Tahouda, près de l'actuelle Algérie. Il s'empara de Kairouan et contrôla une grande partie de l'Afrique du Nord pendant 5 ans. Mais les Arabes revinrent en force, et Koussaïla fut tué au combat en 688. La résistance berbère trouva ensuite une nouvelle incarnation dans une figure extraordinaire, Kaïna, également connu sous le nom de Diya.
reine de la tribu des Djarawa dans les montagnes de l'Aurès, Kahina était probablement de religion juive ou chrétienne. Elle rassembla une coalition de tribus berbères et mena la guerre contre les envahisseurs arabes. Les sources arabes la décrivent comme une sorte de prophétesse, d'où son surnom de Kahina, la devineresse. Elle infligea plusieurs défaites aux armées arabes et contrôla une vaste région pendant plusieurs années à la fin du 7e siècle. Kahina adopta une tactique de terre brûlée, détruisant les villes et les cultures pour priver les Arabes de ressources. Cette stratégie, bien que militairement logique, aliéna une partie de la population berbère sédentaire qui voyait ses moyens de subsistance détruits. Les Arabes, sous le commandement de Hassan ibn al-Numan, profitèrent de ces divisions. Ils vainquirent finalement Kahina vers 702 ou 703. Selon la légende, elle mourut au combat plutôt que de se rendre. Sa résistance, bien qu'ultime défaite, devint un symbole de fierté berbère et de résistance à la domination étrangère. Après la mort de Kahina, la résistance berbère organisée s'effondra. Mais la conquête arabe n'était que le début d'un processus long et complexe d'islamisation et d'arabisation. Les Berbères se convertirent progressivement à l'islam, mais pas toujours pour des raisons spirituelles. La conversion offrait des avantages pratiques: exemption de la taxe imposée aux non-musulmans, accès aux postes administratifs et militaires, intégration dans la nouvelle structure sociale. Mais beaucoup de Berbères convertis adoptèrent le kharigisme, une branche de l'islam qui prônait l'égalitarisme et rejetait l'autorité héréditaire des califes. Le kharigisme permettait aux Berbères d'embrasser l'islam tout en contestant la domination arabe. Au 8e siècle, plusieurs révoltes kharigites éclatèrent en Afrique du Nord. Ces mouvements combinaient piété religieuse et revendications sociales et ethniques. Ils rejetaient la distinction entre arabes et non-arabes, affirmant que tous les musulmans étaient égaux devant Dieu. Ces révoltes affaiblirent le contrôle du califat omeyyade, puis abbasside, sur le Maghreb. Des royaumes berbères indépendants ou semi-indépendants émergèrent, reconnaissant nominalement l'autorité califale, mais agissant en pratique comme des États souverains. En 777, les Rostémides établirent un imamat kharijite centré sur Taërt, dans l'ouest de l'Algérie actuelle. Fondé par Abd-ar-Rahman ibn Roustam, un persan kharijite, cet État prospéra pendant plus d'un siècle. Taërt devint un centre commercial important, reliant le Sahara à la Méditerranée. La dynastie rostémide pratiquait une forme modérée de kharigisme, l'ibadisme, qui tolérait les autres musulmans et entretenait des relations commerciales avec les régimes sunnites voisins. L'imamat rostémide illustrait la capacité des Berbères à adapter l'islam à leur structure politique et sociale. À l'est, les Aghlabides, une dynastie arabe, gouvernèrent l'Ifriqiya, correspondant grossièrement à la Tunisie et l'est de l'Algérie actuelle, de 809 à 909. Bien que théoriquement vassaux du califat abbasside de Bagdad, ils jouissaient d'une autonomie quasi totale. Les Aghlabides construisirent une marine puissante, conquirent la Sicile et lancèrent des raids en Italie. Sous leur règne, Kairouan devint un centre intellectuel majeur du monde musulman, attirant des savants, des juristes et des poètes. L'architecture aghlabide, avec ses mosquées imposantes et ses bassins de décantation innovants, marqua durablement le paysage nord-africain. Mais au début du Xe siècle, une nouvelle force politique et religieuse bouleversa l'équilibre maghrébin, les Fatimides. Se réclamant descendants de Fatima, fille du prophète Muhammad et adeptes de l'islam chiite ismaélien, les Fatimides arrivèrent en Afrique du Nord avec un projet ambitieux: renverser le califat sunnite abbasside et établir un califat chiite universel. Leur mouvement débuta dans les montagnes de Petite Kabylie, en Algérie,
où un missionnaire ismaélien, Abu Abdallah al-Shi'i, convertit les tribus berbères Koutama au chiisme. Les Koutama, guerriers redoutables des montagnes, formèrent le noyau militaire de l'armée fatimide. En 909, ils renversèrent les Aghlabides et proclamèrent Ubaydallah al-Mahdi calife. C'était une déclaration révolutionnaire. Il existait désormais 2 califes revendiquant l'autorité suprême sur l'islam, le sunnite à Bagdad et le chiite en Afrique du Nord. Les Fatimides établirent leur capitale à Mahdia, sur la côte tunisienne, puis conquirent progressivement tout le Maghreb. Ils détruisirent l'imamat rostémide en 991, mettant fin au royaume kharijite. L'ambition fatimide dépassait largement l'Afrique du Nord. Leur véritable objectif était l'Égypte et, à terme, Bagdad elle-même. En 969, le général fatimide Jawhar al-Sikili conquit l'Égypte et fonda le Caire comme nouvelle capitale du califat. Les Fatimides déplacèrent leur centre de pouvoir vers l'est, laissant l'Afrique du Nord sous l'autorité de gouverneurs. Cette décision eut des conséquences profondes pour l'Algérie. Sans la présence directe du pouvoir central, la région devint difficile à contrôler. Pour gouverner le Maghreb, les Fatimides confièrent l'autorité à la dynastie berbère des Zirides, leurs anciens alliés. Mais en 1048, les Zirides, insatisfaits de leur statut subordonné et influencés par les tendances sunnites de leur population, rompirent avec le Caire et reconnurent l'autorité du calife abbasside de Bagdad. C'était une trahison que les Fatimides ne pouvaient tolérer. Leur réponse fut terrible et eut des conséquences dévastatrices pour l'Afrique du Nord. Les Fatimides déchaînèrent contre le Maghreb les tribus arabes bédouines des Banu Hilal et des Banu Sulaïm, qui créaient des troubles en Haute-Égypte. Ces tribus, composées de dizaines de milliers de nomades avec leurs familles et leurs troupeaux, furent encouragées à migrer vers l'ouest et à se venger des Irides. À partir de 1052, les vagues hilaliennes déferlèrent sur l'Afrique du Nord. Ce ne fut pas une invasion militaire organisée, mais une migration massive qui transforma profondément la région. Les chroniqueurs de l'époque décrivirent les Hilaliens comme des sauterelles, détruisant tout sur leur passage. Ils pillèrent les villes, détruisirent les systèmes d'irrigation sophistiqués hérités de Rome et de Byzance, et transformèrent des terres agricoles prospères en pâturages pour leurs troupeaux. Les villes déclinèrent, le commerce se tarit, et la vie urbaine se contracta. L'historien Ibn Khaldoun, écrivant au XIVe siècle, attribua au déplacement hilalien la ruine économique et culturelle de l'Afrique du Nord. Mais cette vision doit être nuancée. Les Hilaliens ne détruisirent pas tout, ils transformèrent. Ils arabisèrent linguistiquement et culturellement le Maghreb, diffusant le dialecte arabe qui devint la langue commune de la région, reléguant le berbère aux zones montagneuses et désertiques. Le pouvoir ziride s'effondra face à la pression hilalienne. Le Maghreb se fragmenta en une mosaïque de petits royaumes, de principautés tribales et de cités-États. À l'ouest de l'Algérie, les Almoravides, un mouvement religieux et militaire berbère originaire du Sahara, établirent un empire qui s'étendait du Sénégal à l'Espagne musulmane. Fondé par Abdallah ibn Yassin, un prédicateur malikite rigoriste, le mouvement almoravide prônait le retour à un islam pur et la guerre sainte contre les infidèles et les musulmans jugés laxistes. Les Almoravides unifièrent le Maroc, puis conquirent l'Algérie occidentale et une grande partie de l'Espagne musulmane, Al-Andalus, qui était menacée par la Reconquista chrétienne. Sous Youssouf ibn Tachfin, qui régna de 1061 à 1106, l'empire almoravide atteignit son apogée. Marrakech, fondée en 1062, devint la capitale. Les Almoravides construisirent des mosquées majestueuses, encouragèrent le commerce saharien de l'or et des esclaves, et imposèrent le malékisme, l'école juridique sunnite qui devint dominante en Afrique du Nord.
Mais comme tous les empires, celui des Almoravides portait en lui les graines de sa propre décadence. La richesse engendra la corruption, le rigorisme initial se relâcha, et l'immensité territoriale rendait l'empire difficile à gouverner. Dans les montagnes de l'Atlas, un nouveau mouvement religieux émergea, les Almohades. Fondé par Muhammad ibn Tumart, un théologien berbère qui se proclamait Mahdi, le mouvement almohade prêchait l'unitarisme strict, l'unicité absolue de Dieu, et rejetait l'anthropomorphisme qu'il percevait dans certaines interprétations sunnites. Abd el-Moumin, successeur d'Ibn Tumart, transforma le mouvement religieux en force militaire. Entre 1130 et 1147, les Almohades conquirent tout l'empire almoravide. Ils prirent Marrakech, puis Fès, puis Tlemcen dans l'ouest algérien, et enfin traversèrent en Espagne pour unifier Al-Andalus sous leur bannière. L'empire almohade, à son apogée au milieu du XIIe siècle, s'étendait de l'Atlantique à la Libye, du Sahara à l'Èbre en Espagne. C'était l'une des plus grandes puissances de la Méditerranée. L'Algérie, sous domination almohade, connut une période de prospérité relative. Les villes comme Tlemcen et Béjaïa devinrent des centres commerciaux importants, reliant l'Europe chrétienne, Al-Andalus et l'Afrique subsaharienne. Béjaïa, sur la côte méditerranéenne, exportait cire, cuir, laine et esclaves, important textiles européens et épices orientales. Les Almohades encouragèrent les arts et les sciences. Le philosophe Ibn Rushd, connu en Occident sous le nom d'Averroès, vécut à la cour almohade. Son œuvre, commentant Aristote et tentant de concilier raison philosophique et foi religieuse, influença profondément la pensée médiévale européenne. Mais l'empire almohade était fragilisé par sa taille et ses contradictions internes. La rigidité théologique initiale s'assouplit avec le temps, créant des désillusions parmi les partisans les plus fervents. La défaite de Las Navas de Tolosa en 1212, où une coalition chrétienne espagnole écrasa l'armée almohade, marqua le début du déclin. Al-Andalus commença à se fragmenter. Les royaumes chrétiens reconquirent progressivement la péninsule ibérique. En Afrique du Nord, l'autorité centrale s'affaiblit et des dynasties locales émergèrent. Au XIIIe siècle, 3 dynasties berbères se partagèrent le Maghreb. Les Mérinides dominèrent le Maroc. Les Abdalwadides ou Zianides contrôlèrent l'Algérie centrale avec Tlemcen comme capitale, et les Hafsides régnèrent sur la Tunisie et l'Est algérien depuis Tunis. Ces 3 royaumes rivalisèrent pour le pouvoir, s'affrontant dans des guerres incessantes. L'Algérie devint un champ de bataille où Mérinides et Hafsides tentaient d'étendre leur influence aux dépens des Zianides. Tlemcen, sous les Zianides, connut un âge d'or culturel et commercial. La ville, située sur les routes commerciales reliant le Sahara à la Méditerranée, prospéra grâce au commerce de l'or, des esclaves et des textiles. Les sultans zianides construisirent de splendides palais et mosquées. La grande mosquée de Tlemcen, avec son minaret élégant et sa décoration raffinée, témoigne de cette prospérité. Des savants, des poètes et des artisans affluèrent à Tlemcen, attirés par le patronage royal. Mais la ville fut également assiégée à plusieurs reprises par les Mérinides, qui convoitaient ce joyau commercial. Pendant ce temps, en Europe, de grands changements étaient en cours. La Reconquista progressait en Espagne, les royaumes chrétiens gagnaient du terrain sur les musulmans. Grenade, dernier bastion musulman en Espagne, tomba en 1492. Les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, expulsèrent les Juifs d'Espagne la même année et commencèrent à exercer une pression croissante sur les musulmans, les morisques, pour qu'ils se convertissent ou partent. Beaucoup de réfugiés musulmans et juifs traversèrent la Méditerranée et s'installèrent en Afrique du Nord, apportant avec eux leurs compétences artisanales,
leurs connaissances et leur culture andalouse. Ces réfugiés influencèrent profondément les villes côtières algériennes. Alger, Oran et d'autres ports devinrent des refuges pour les Andalous exilés. Ils apportèrent de nouvelles techniques architecturales, introduisirent des styles musicaux, comme la musique andalouse, qui perdure encore aujourd'hui, et enrichirent la vie intellectuelle. Mais ils apportèrent aussi un ressentiment profond envers les chrétiens espagnols, nourrissant un désir de vengeance qui alimenterait bientôt la course en Méditerranée. Au début du XVIe siècle, l'Espagne, fraîchement unifiée et galvanisée par sa victoire sur l'islam ibérique, tourna son regard vers l'Afrique du Nord. Les Espagnols voyaient le Maghreb comme prolongement naturel de la Reconquista. Ils voulaient sécuriser leurs côtes contre les raids musulmans et contrôler les routes commerciales méditerranéennes. Entre 1509 et 1510, les Espagnols conquirent plusieurs villes côtières algériennes: Mers el-Kébir, Oran, Béjaïa, Alger et Annaba. Ils construisirent des forteresses, installèrent des garnisons et tentèrent d'imposer leur domination. Mais l'occupation espagnole des côtes algériennes fut précaire dès le début. L'arrière-pays restait aux mains de tribus berbères et arabes hostiles. Les Espagnols contrôlaient les villes fortifiées, mais ne pouvaient s'aventurer loin à l'intérieur sans risquer l'embuscade. De plus, une nouvelle menace émergea pour eux: les corsaires barbaresques. Ces marins, souvent des réfugiés andalous ou des renégats européens convertis à l'islam, lancèrent des raids contre les navires et les côtes chrétiennes, capturant des esclaves et des butins. Deux frères, Harouj et Khayr ad-Din, devinrent les figures les plus célèbres de cette course barbaresque. Originaires de l'île grecque de Lesbos, fils d'un potier ottoman et d'une mère chrétienne, ils embrassèrent l'islam et se lancèrent dans la course. Harouj, l'aîné, était audacieux et impétueux. Il opérait depuis les côtes tunisiennes, attaquant les navires espagnols et italiens. Sa réputation grandit rapidement. En 1514, les habitants d'Alger, harcelés par les Espagnols qui occupaient un îlot en face de leur port, firent appel à Harouj pour les aider. Harouj accepta et arriva à Alger en 1516 avec ses hommes. Il vainquit les Espagnols, chassa le souverain local qu'il jugeait trop faible et s'empara du pouvoir. Mais Harouj fut tué en 1518 lors d'une expédition contre les Espagnols à Tlemcen. Son frère Khayr ad-Din, connu en Occident sous le nom de Barberousse en raison de sa barbe rousse, lui succéda. Conscient qu'il ne pouvait tenir Alger seul face aux Espagnols, Khayr ad-Din prit une décision stratégique brillante. Il offrit Alger au sultan ottoman Sélim Ier, reconnaissant sa suzeraineté en échange de protection et de soutien militaire. Cette décision transforma Alger en possession ottomane en 1519. Elle intégrait l'Algérie dans l'Empire ottoman, la plus grande puissance musulmane de l'époque et l'un des empires les plus formidables du monde. Le sultan accepta l'offre, nomma Khayr ad-Din Beylerbey, gouverneur militaire, et lui envoya des troupes et des canons. Avec le soutien ottoman, Khayr ad-Din consolida son pouvoir à Alger et étendit son contrôle sur les régions voisines. Il construisit une puissante flotte corsaire qui terrorisa la Méditerranée pendant des décennies. Sous domination ottomane, Alger devint la capitale d'une régence, une province de l'Empire gouvernée par un dey ou un pacha envoyé depuis Constantinople. Mais en pratique, la régence d'Alger jouissait d'une large autonomie. Les corsaires formaient l'élite militaire et économique de la régence. Ils menaient des raids contre les navires chrétiens, capturant cargaisons et équipages. Les captifs chrétiens étaient vendus comme esclaves ou retenus contre rançon. Ce commerce était extrêmement lucratif et finançait l'État algérien. Alger devint l'une des villes les plus riches et les plus puissantes de la Méditerranée. La course barbaresque n'était pas simplement du piratage sauvage. C'était une activité économique organisée et réglementée par l'État.
Les corsaires devaient obtenir une licence, partager une partie de leur butin avec le trésor public et suivre certaines règles. Les raids ciblaient principalement les navires et les côtes des nations chrétiennes avec lesquelles la Régence était en guerre ou n'avait pas de traité. Les puissances européennes qui voulaient protéger leur commerce devaient signer des traités avec Alger et payer des tributs. Même des nations puissantes comme la France, l'Angleterre et les Provinces-Unies préféraient payer plutôt que de combattre continuellement. La société algéroise de l'époque ottomane était cosmopolite et stratifiée. Au sommet se trouvait l'élite turque et renégate, les janissaires et les corsaires qui détenaient le pouvoir militaire et politique. Les renégats étaient des chrétiens convertis à l'islam, souvent des captifs qui avaient embrassé l'islam pour améliorer leur sort. Beaucoup devinrent corsaires prospères ou hauts fonctionnaires. Ensuite venaient les Kouloulis, descendants de janissaires turcs et de femmes locales, qui occupaient des positions intermédiaires. La population autochtone, arabe et berbère, formait la masse de la société, généralement exclue du pouvoir, mais essentielle comme artisans, commerçants et agriculteurs. L'arrière-pays algérien restait largement en dehors du contrôle direct ottoman. Les tribus berbères et arabes de l'intérieur conservaient leur autonomie, gouvernées par leurs propres chefs. Les Ottomans se contentaient de contrôler les villes côtières et quelques points stratégiques de l'intérieur, collectant des impôts et maintenant des garnisons. Cette situation créait des tensions récurrentes. Les tribus se révoltaient périodiquement contre l'autorité ottomane, et les expéditions punitives étaient fréquentes. Mais tant que les impôts étaient payés et que les routes commerciales restaient ouvertes, Constantinople tolérait un degré considérable d'autonomie locale. Les 3 siècles de domination ottomane en Algérie, de 1519 à 1830, furent une période de relative stabilité comparée aux siècles précédents de fragmentation et de conflits. Mais c'était aussi une période où l'Algérie devint progressivement marginale dans les affaires mondiales. Alors que l'Europe connaissait la Renaissance, la Réforme, la révolution scientifique et l'expansion coloniale, l'Algérie restait enfermée dans une économie rentière basée sur la course et le tribut. Quand les puissances européennes devinrent assez fortes pour refuser de payer, le système algérien commença à s'effondrer. Au XVIIIe siècle, les Européens lancèrent plusieurs expéditions punitives contre Alger pour mettre fin à la course. Les bombardements navals devinrent fréquents. En 1783 et 1784, l'Espagne bombarda Alger massivement, détruisant une grande partie de la ville. Mais Alger se reconstruisit. Les corsaires algériens continuèrent leurs activités, bien que leur puissance déclina progressivement. Au début du XIXe siècle, la course barbaresque n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été, mais elle suffisait encore à irriter les puissances européennes. Les jeunes États-Unis d'Amérique eurent leur propre conflit avec les régences barbaresques. Les navires marchands américains en Méditerranée furent attaqués par des corsaires qui réclamaient tribut. Refusant de payer indéfiniment, les États-Unis entrèrent en guerre contre Tripoli, voisin d'Alger, dans ce qu'on appela la Première Guerre barbaresque de 1801 à 1805. Bien que le conflit concernât principalement Tripoli, il illustrait la détermination croissante des puissances occidentales à ne plus tolérer la course. Le prétexte de la conquête française de l'Algérie en 1830 fut un incident diplomatique trivial mais révélateur. En 1827, lors d'une audience, le dey d'Alger, Hussein, frappa le consul français Pierre de Val avec un chasse-mouche. L'incident, connu sous le nom de l'affaire du coup d'éventail, résultait d'un différend financier complexe. La France devait de l'argent à des marchands algériens pour des livraisons de blé effectuées pendant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Le dey exigeait le paiement, le consul éludait. Dans un mouvement de frustration, le dey frappa le consul. La France, sous Charles X,
utilisa cet affront comme casus belli. Mais les raisons réelles de l'invasion étaient plus profondes. Le régime de Charles X, impopulaire et confronté à des troubles internes, cherchait une victoire militaire facile pour redorer son blason. De plus, la France convoitait l'Algérie depuis longtemps comme territoire colonial potentiel. Alger était proche de la France, stratégiquement située en Méditerranée, et présentait des opportunités économiques. L'expédition fut lancée. En juin 1830, une armée française de 37 000 hommes débarqua à Sidi Ferrouche, à l'ouest d'Alger. Commandée par le général de Bourmont, l'armée progressa vers la capitale. Le Dey Hussein, avec des forces mal équipées et mal organisées, tenta de résister. Mais l'armée française, moderne et disciplinée, l'emporta rapidement. Le 5 juillet 1830, Alger capitula. Le Dey Hussein accepta l'exil en échange de sa sécurité personnelle et de celle de sa famille. La domination ottomane sur l'Algérie prit fin après plus de 3 siècles. Les Français pensaient initialement occuper seulement Alger et quelques points côtiers, sans s'aventurer dans l'intérieur. Mais la logique de la conquête coloniale imposa sa propre dynamique. Les tribus de l'intérieur refusaient de reconnaître l'autorité française. Des révoltes éclatèrent. Les généraux français, pour sécuriser leur position, lancèrent des expéditions punitives qui les entraînèrent toujours plus loin dans le territoire. En quelques années, la France se retrouva engagée dans une guerre de conquête totale de l'Algérie. La résistance algérienne fut incarnée par plusieurs figures, mais la plus célèbre fut l'émir Abdelkader. Né en 1808, près de Mascara, dans l'ouest algérien, Abdelkader était le fils d'un marabout respecté, chef religieux et spirituel. Éduqué dans les sciences islamiques, il combina piété religieuse, courage militaire et sens politique. En 1832, alors qu'il n'avait que 24 ans, les tribus de la région le proclamèrent émir et chef de la résistance contre les Français. Abdelkader comprenait qu'il ne pouvait vaincre les Français dans des batailles rangées. L'armée française était trop bien équipée, trop disciplinée. Il adopta donc la guérilla, attaquant les colonnes françaises en marche, coupant leurs lignes de communication, puis se repliant dans les montagnes ou le désert. Il créa un État structuré, avec une administration, une armée régulière et des ateliers de fabrication d'armes. Sa capitale mobile se déplaçait dans le désert pour échapper aux Français. Il signa même des traités avec la France, reconnaissant l'autorité française sur certaines zones en échange de la reconnaissance de son émirat sur d'autres. Mais les traités furent éphémères. La France voulait la domination totale. En 1840, le général Bugeaud fut nommé gouverneur général de l'Algérie avec ordre de briser définitivement la résistance. Bugeaud adopta une stratégie de terre brûlée. Ses colonnes mobiles, les fameuses colonnes infernales, ravagèrent l'arrière-pays, détruisant les récoltes, brûlant les villages, massacrant les troupeaux et déportant les populations. L'objectif était d'affamer la résistance en la privant de ressources. Ces tactiques furent brutales et provoquèrent des souffrances terribles parmi les populations civiles. Abdelkader résista héroïquement pendant 15 ans. Mais isolé, affaibli par les défections et les trahisons, privé de soutien extérieur significatif, il dut finalement se rendre en 1847. Les Français lui promirent un sauf-conduit vers un pays musulman. Mais une fois prisonnier, ils violèrent leur parole et l'emprisonnèrent en France pendant 5 ans. Napoléon III, devenu empereur, le libéra en 1852. Abdelkader s'exila en Syrie, où il vécut jusqu'à sa mort en 1883. Sa résistance fit de lui un héros national et un symbole de la lutte algérienne contre le colonialisme. Avec la reddition d'Abdelkader, la conquête militaire de l'Algérie entra dans sa phase finale. Mais la résistance ne cessa pas.
En Kabylie, les tribus berbères des montagnes continuèrent à se battre. Il fallut une campagne massive en 1857 pour soumettre la Grande Kabylie. Dans le sud, les confréries soufis organisèrent des soulèvements. La révolte de Cheikh Bouhamama, dans les années 1880, mobilisa les tribus du sud-ouest contre les Français. Ces résistances furent toutes écrasées, mais elles témoignaient du refus algérien d'accepter la domination coloniale. La colonisation française de l'Algérie ne fut pas seulement militaire, elle fut aussi économique et démographique. La France encouragea l'immigration européenne vers l'Algérie, offrant des terres confisquées aux populations algériennes. Des colons français, mais aussi espagnols, italiens, maltais et d'autres nationalités, s'installèrent en Algérie. Ils formèrent une communauté distincte, les Pieds-Noirs, qui développa sa propre culture et identité. En 1900, environ 700 000 Européens vivaient en Algérie, aux côtés de près de 4 millions d'Algériens musulmans. Le régime colonial établit une société profondément inégalitaire. Les Européens jouissaient de droits politiques, économiques et sociaux que les Algériens musulmans n'avaient pas. L'Algérie fut déclarée partie intégrante de la France, divisée en départements français. Mais les Algériens musulmans étaient soumis au code de l'indigénat, un système juridique discriminatoire qui les privait de citoyenneté française à moins de renoncer à leur statut personnel musulman. La plupart refusaient cette condition humiliante. Privés de droits politiques, soumis à des impôts spéciaux, confrontés à l'expropriation de leurs terres et à la dégradation de leurs conditions de vie, les Algériens enduraient une oppression systémique. L'économie coloniale transforma l'Algérie. Les meilleures terres furent confisquées et données aux colons qui y cultivèrent vignes, céréales et agrumes destinés à l'exportation vers la France. Les Algériens furent relégués sur des terres marginales. La mono-agriculture d'exportation rendait l'économie algérienne dépendante de la métropole et vulnérable aux fluctuations des marchés mondiaux. L'industrialisation fut limitée, l'Algérie restant principalement un fournisseur de matières premières et un marché captif pour les produits français. La société algérienne résista culturellement et spirituellement. Les Zaouïas, confréries religieuses soufis, devinrent des centres de résistance culturelle, préservant l'identité islamique et arabo-berbère face à la politique d'assimilation française. L'enseignement coranique dans les écoles coraniques, les médersas, maintint vivante la langue arabe que l'administration coloniale tentait de marginaliser. Les oulémas, savants religieux, jouèrent un rôle crucial dans la préservation de l'identité algérienne. Au début du XXe siècle, un mouvement réformiste musulman émergea en Algérie, influencé par la Nahda, la renaissance arabe qui balayait le monde musulman. L'Association des oulémas musulmans algériens, fondée en 1931 par Abdelhamid Ben Badis et d'autres réformateurs, promut un retour à un islam purifié des pratiques superstitieuses, encouragea l'éducation moderne en arabe et affirma l'identité arabo-musulmane de l'Algérie. Leur slogan « L'Algérie est ma patrie, l'arabe est ma langue, l'islam est ma religion » cristallisait la résistance culturelle à l'assimilation française. Parallèlement, un mouvement nationaliste politique émergea. Certains Algériens, éduqués dans le système français, revendiquèrent l'égalité avec les Français. Ils demandaient la citoyenneté française sans renoncer à leur statut personnel musulman, la fin du code de l'indigénat et des droits politiques égaux. Ces revendications furent rejetées par les colons et l'administration coloniale, qui refusaient toute concession. Ce refus radicalisa progressivement le mouvement nationaliste. Ferhat Abbas, un pharmacien algérien éduqué à la française, illustra cette évolution. Dans les années 1930, il croyait encore à l'assimilation et à la possibilité d'une Algérie française égalitaire. Mais le refus obstiné des autorités coloniales de toute réforme le poussa vers le nationalisme. En 1943,
il rédigea le manifeste du peuple algérien, exigeant l'autonomie puis l'indépendance pour l'Algérie. Ce document marqua un tournant, exprimant clairement l'aspiration algérienne à l'autodétermination. La Seconde Guerre mondiale accentua les contradictions du système colonial. Des milliers d'Algériens combattirent dans l'armée française, participant à la libération de la France du nazisme. Ils espéraient que leur sacrifice serait reconnu par l'octroi de droits égaux. Mais après la guerre, le système colonial resta largement inchangé. La frustration algérienne explosa le 8 mai 1945 à Sétif. Une manifestation célébrant la victoire alliée et revendiquant l'indépendance algérienne dégénéra en émeute. La répression fut féroce. L'armée française et les milices de colons massacrèrent des milliers d'Algériens, peut-être 45 000 selon certaines estimations, bien que le chiffre soit contesté. Des villages furent bombardés depuis les airs, des exécutions sommaires furent commises. Les massacres de Sétif marquèrent une rupture définitive. Pour beaucoup d'Algériens, il devint évident que l'indépendance ne serait pas accordée pacifiquement, mais devrait être arrachée par la lutte armée. Messali Hadj, militant nationaliste depuis les années 1920, avait fondé l'Étoile nord-africaine à Paris, mobilisant les travailleurs algériens immigrés. Son Parti du peuple algérien, créé en 1937, revendiquait ouvertement l'indépendance. Mais Messali était pragmatique et hésitait à lancer une insurrection armée sans préparation suffisante. Des militants plus jeunes et plus radicaux s'impatientaient. En 1947, Hossein Ait Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf et d'autres jeunes militants créèrent l'Organisation spéciale, une branche secrète et armée du Parti du peuple algérien. Leur objectif était de préparer l'insurrection armée. Mais l'organisation fut démantelée par la police française en 1950. Certains dirigeants, comme Ben Bella, furent arrêtés. D'autres s'exilèrent au Caire, où le président égyptien Nasser soutenait les mouvements de libération africains. En exil et en clandestinité, un groupe de 9 hommes, les chefs historiques, décida de lancer l'insurrection. Ils formèrent le Front de libération nationale en octobre 1954. Le 1er novembre 1954, jour de la Toussaint, des attentats coordonnés éclatèrent dans toute l'Algérie, marquant le début de la guerre d'indépendance. Les cibles furent soigneusement choisies: installations militaires, postes de police, infrastructures coloniales. Un appel fut lancé au peuple algérien pour rejoindre la lutte. La réaction française fut initialement de minimiser les événements, les qualifiant de troubles locaux provoqués par des bandits. François Mitterrand, ministre de l'Intérieur à l'époque, déclara que l'Algérie, c'est la France. Le gouvernement français refusa de reconnaître l'existence d'une guerre, parlant euphémiquement d'événements ou d'opérations de maintien de l'ordre. Mais sur le terrain, la violence escalada rapidement. Le FLN organisa l'armée de libération nationale qui mena des attaques de guérilla contre l'armée française. La France répondit en envoyant des renforts massifs. En 1956, 400 000 soldats français étaient déployés en Algérie. La guerre fut d'une brutalité extrême, des deux côtés. Le FLN pratiquait le terrorisme, posant des bombes dans des cafés, des cinémas et des lieux publics fréquentés par les Européens, tuant des civils innocents. Ils assassinaient également des Algériens accusés de collaboration avec les Français, semant la terreur pour imposer leur autorité. Les Français utilisaient la torture systématiquement contre les suspects, pratiquaient les exécutions sommaires et déplacèrent des millions d'Algériens dans des camps de regroupement pour les isoler de la guérilla. Les deux camps commettaient des atrocités, chacun justifiant ses actions par celles de l'adversaire. La bataille d'Alger, de janvier à octobre 1957, fut un moment crucial. Le FLN lança une campagne de terreur dans la capitale, posant des bombes qui tuaient des civils européens. Le gouvernement français confia au général Massu
et à la 10e division parachutiste la mission de briser le réseau FLN à Alger. Massu utilisa tous les moyens, y compris la torture systématique, les arrestations de masse et les exécutions. Le réseau FLN à Alger fut effectivement démantelé, mais le coût moral et politique fut énorme. Les révélations sur la torture pratiquée par l'armée française choquèrent l'opinion publique française et internationale, renforçant le soutien à la cause algérienne. Sur le plan international, l'Algérie devint une cause célèbre du mouvement de décolonisation. Les pays nouvellement indépendants d'Asie et d'Afrique soutenaient le FLN dans les forums internationaux. Les Nations unies discutèrent de la question algérienne malgré les objections françaises. L'Union soviétique et la Chine soutenaient le FLN, fournissant armes et soutien politique. Des intellectuels du monde entier, y compris des Français comme Jean-Paul Sartre et Albert Camus, bien que ce dernier avec ambivalence, débattaient de la justesse de la cause algérienne et de la légitimité des méthodes employées. En France, la guerre provoqua une crise politique majeure. L'opinion publique était divisée. Beaucoup de Français ordinaires étaient fatigués d'une guerre qui semblait sans fin et coûtait cher en vie et en ressources. Mais les colons d'Algérie et une partie de l'armée refusaient toute idée de compromis. En mai 1958, des colons et des militaires se soulevèrent à Alger, exigeant le maintien de l'Algérie française. Cette crise amena Charles de Gaulle au pouvoir en France. De Gaulle était une figure complexe. Héros de la résistance, symbole de la grandeur française, il comprenait néanmoins que la France ne pouvait maintenir l'Algérie par la force indéfiniment. Initialement ambigu, il prononça son célèbre « Je vous ai compris » à Alger, que chacun interpréta selon ses espoirs. Mais progressivement, il s'orienta vers l'idée d'autodétermination pour l'Algérie. Cette évolution provoqua la fureur des pieds noirs et des militaires qui se sentaient trahis. L'organisation armée secrète, un groupe terroriste composé de colons et de militaires déserteurs, se forma pour combattre l'indépendance algérienne. L'OAS mena une campagne de terreur en Algérie et en France, posant des bombes, assassinant des partisans de l'indépendance et tentant même d'assassiner De Gaulle. Mais leur violence désespérée ne put inverser le cours de l'histoire. Les négociations entre le gouvernement français et le FLN commencèrent secrètement en Suisse, puis officiellement à Évian. Les accords d'Évian furent signés le 18 mars 1962. Ils prévoyaient un cessez-le-feu, l'organisation d'un référendum d'autodétermination en Algérie et des garanties pour la minorité européenne. Le référendum eut lieu le 1er juillet 1962. Le résultat fut écrasant. 99,72% des votants approuvèrent l'indépendance. Le 5 juillet 1962, 132 ans jour pour jour après le débarquement français à Sidi Ferruch, l'Algérie proclama son indépendance. La guerre avait coûté cher. Les estimations varient, mais au moins 300 000 Algériens périrent, peut-être beaucoup plus selon certaines sources. Environ 25 000 soldats français moururent. Des centaines de milliers d'Algériens furent torturés, emprisonnés ou déplacés. Environ 1 million d'Européens, les pieds noirs, quittèrent l'Algérie en 1962, abandonnant leurs maisons et leurs biens, créant un exode massif vers la France. Les Harkis, Algériens qui avaient combattu aux côtés des Français, furent souvent massacrés après l'indépendance, et ceux qui réussirent à fuir en France furent parqués dans des camps et traités avec mépris. L'Algérie indépendante hérita d'un pays dévasté par 8 ans de guerre. L'infrastructure était endommagée, l'économie en ruine, la population traumatisée. Le FLN, qui avait mené la lutte, prit le pouvoir. Mais les divisions internes au sein du mouvement de libération éclatèrent immédiatement. Différentes factions se disputaient le pouvoir, chacune revendiquant la légitimité révolutionnaire. Ahmed Ben Bella, l'un des chefs historiques,
émergea comme premier président de l'Algérie indépendante en 1963. Ben Bella adopta une orientation socialiste, nationalisant les entreprises étrangères, lançant une réforme agraire et s'alignant sur le mouvement des non-alignés tout en étant proche de l'Union soviétique. Il proclama l'arabe langue officielle et l'islam religion d'État, entamant un processus d'arabisation de l'administration et de l'éducation qui marginaliserait progressivement la minorité berbérophone. Mais son pouvoir fut de courte durée. En juin 1965, Ouari Boumedienne, ministre de la Défense et homme fort du régime, renversa Ben Bella dans un coup d'État sans effusion de sang. Boumedienne gouverna l'Algérie de 1965 jusqu'à sa mort en 1978. Austère, autoritaire, nationaliste, il poursuivit et intensifia la politique socialiste. Il nationalisa complètement l'industrie pétrolière et gazière en 1971, affirmant la souveraineté algérienne sur ses ressources naturelles. Cette décision audacieuse fut célébrée dans le tiers-monde comme un acte de décolonisation économique. Les revenus pétroliers et gaziers permirent à l'Algérie de financer un programme d'industrialisation ambitieux, construisant des usines, des hôpitaux, des écoles et des logements. Sous Boumedienne, l'Algérie devint un leader du mouvement des pays non alignés et un champion du tiers-mondisme. Alger accueillait des mouvements de libération du monde entier, de l'OLP palestinienne à l'ANC sud-africaine. Boumedienne prônait un nouvel ordre économique international, plus juste pour les pays en développement. L'Algérie jouissait d'un prestige international considérable. Mais à l'intérieur, le régime était autoritaire. Le parti unique, le FLN, contrôlait tous les aspects de la vie politique. La dissidence était réprimée, la presse censurée, les opposants emprisonnés. La mort de Boumedienne en décembre 1978 ouvrit une période d'incertitude. Chadli Benjedid, un militaire de carrière sans grand charisme, fut choisi comme président par l'élite du FLN. Chadli représentait une génération qui n'avait pas participé à la guerre d'indépendance et était moins attachée à l'idéologie socialiste. Sous sa présidence, l'Algérie commença à s'ouvrir économiquement, réduisant le rôle de l'État et encourageant le secteur privé. Mais cette ouverture fut mal gérée et profita principalement aux élites corrompues connectées au pouvoir. Les années 1980 furent difficiles pour l'Algérie. La chute des prix du pétrole en 1986 priva l'État de ses principales ressources. L'économie entra en crise, le chômage explosa, les conditions de vie se détériorèrent. La jeunesse algérienne, née après l'indépendance et représentant une majorité de la population, se sentait frustrée. Elle n'avait pas connu la guerre de libération et ne se sentait pas liée par la légitimité historique du FLN. Elle aspirait à la liberté, à l'emploi, à un avenir meilleur. En octobre 1988, des émeutes massives éclatèrent dans toute l'Algérie. Des milliers de jeunes descendirent dans les rues, protestant contre la pénurie, le chômage, la corruption et l'autoritarisme. L'armée réprima violemment les manifestations, tuant des centaines de personnes. Mais le choc fut tel que le régime dut concéder des réformes. En février 1989, une nouvelle constitution fut adoptée, mettant fin au système de parti unique et autorisant le multipartisme. C'était une ouverture démocratique sans précédent dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Des dizaines de partis politiques se formèrent, représentant toutes les tendances, démocrates, socialistes, berbéristes et islamistes. Le Front islamique du salut, fondé en février 1989 par Abbassi Madani et Ali Benadj, devint rapidement le parti d'opposition le plus puissant. Le fils attirait les masses frustrées par l'échec du socialisme et séduites par la promesse d'un État islamique juste. Lors des élections municipales de juin 1990, le fils remporta une victoire écrasante, prenant le contrôle de nombreuses municipalités. Le régime algérien et l'élite laïque furent paniqués.
Il redoutait qu'une victoire du fils aux élections législatives ne transforme l'Algérie en théocratie islamique. Le premier tour des élections législatives eut lieu en décembre 1991. Le fils arriva largement en tête, mettant le pays sur la voie d'une victoire islamiste au second tour. Mais le 11 janvier 1992, l'armée intervint. Elle força Chadli Benjedid à démissionner, annula les élections et interdit le FIS. C'était un coup d'État qui mettait fin brutalement à l'expérience démocratique. L'annulation des élections plonge l'Algérie dans une décennie de violence atroce connue sous le nom de décennie noire. Des groupes islamistes armés, dont le groupe islamique armé et l'armée islamique du salut, se formèrent pour combattre le régime. Ils menèrent des attentats terroristes, assassinèrent des intellectuels, des journalistes, des artistes et des étrangers. Ils massacrèrent des villages entiers, égorgeant hommes, femmes et enfants. Les forces de sécurité algériennes répondirent par une répression féroce, pratiquant la torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires. La violence fit entre 150 000 et 200 000 morts selon les estimations. La société algérienne fut profondément traumatisée. Des milliers de familles perdirent des proches. Des intellectuels, des artistes et des femmes furent ciblés par les islamistes pour leur refus de se conformer à leur vision de l'islam. Beaucoup s'exilèrent. L'économie stagna, les investissements étrangers s'évaporèrent, le pays s'isola. Le président Mohamed Boudiaf, rappelé de l'exil pour diriger le pays, fut assassiné en juin 1992 par un de ses gardes du corps, probablement sur ordre d'éléments au sein du régime qui le jugeaient trop réformateur. En 1999, Abdelaziz Bouteflika, ancien ministre des Affaires étrangères sous Boumedienne, fut élu président. Bouteflika promit la réconciliation et la paix. Il lança une politique de concorde civile, offrant l'amnistie aux islamistes qui déposaient les armes. Beaucoup acceptèrent, épuisés par des années de violence stérile. Progressivement, la violence diminua. Mais elle ne cessa jamais complètement. Des groupes résiduels continuèrent leurs activités et certains se réorientèrent vers le djihadisme international, rejoignant Al-Qaïda au Maghreb islamique. Bouteflika domina la politique algérienne pendant 20 ans. Il s'appuya sur les revenus pétroliers et gaziers qui augmentèrent fortement avec la hausse des prix du pétrole dans les années 2000 pour acheter la paix sociale. Il augmenta les salaires, construisit des logements et distribua des subventions. Mais son régime fut marqué par la corruption massive, le clientélisme et l'autoritarisme. La liberté de la presse fut restreinte, les opposants harcelés, les élections truquées. Le système politique algérien devint une façade démocratique, masquant un pouvoir opaque, contrôlé par l'armée, les services de renseignement et les oligarques liés au régime. En 2013, Bouteflika subit un accident vasculaire cérébral qui le laissa gravement diminué. Il ne pouvait plus parler ni marcher sans aide. Mais son entourage le maintint au pouvoir, utilisant son image pour conserver leur contrôle. En 2014, il fut réélu pour un 4e mandat malgré son état de santé. Les Algériens, résignés et cyniques, acceptèrent cette mascarade. Mais quand il fut annoncé qu'il se présenterait pour un 5e mandat en 2019, la patience populaire s'épuisa. Le 22 février 2019, des manifestations massives et pacifiques éclatèrent dans toute l'Algérie. Chaque vendredi, des millions d'Algériens descendaient dans les rues, exigeant la démission de Bouteflika et la fin du système. Le mouvement, appelé Irak, était remarquablement pacifique et inclusif, rassemblant toutes les générations et toutes les régions. Les manifestants scandaient « Système dégage » et demandaient une vraie démocratie. Face à la pression populaire et à la défection de l'armée, Bouteflika démissionna le 2 avril 2019. Mais la démission de Bouteflika ne suffit pas à satisfaire le Irak.
Les manifestations continuèrent, exigeant le démantèlement complet de l'ancien système et la transition vers une vraie démocratie. L'armée, dirigée par le général Gaïd Salah, manœuvra pour maintenir son contrôle. Une élection présidentielle fut organisée en décembre 2019, malgré les appels au boycott du Hirak. Abdelmadjid Tebboune, ancien Premier ministre sous Bouteflika et considéré proche de l'establishment, fut élu avec une faible participation. Tebboune promit des réformes, une nouvelle constitution, la lutte contre la corruption. Mais la pandémie de Covid-19 en 2020 interrompit le Hirak. Les rassemblements de masse devinrent impossibles. Quand les restrictions furent levées, le mouvement reprit, mais avec moins d'ampleur. Le régime profita de cette accalmie pour réprimer les activistes, arrêter des journalistes et des militants et consolider son contrôle. Aujourd'hui, l'Algérie reste dans un entre-deux incertain, entre un système autoritaire qui refuse de céder et un peuple qui aspire à la liberté et à la dignité. L'Algérie contemporaine fait face à de nombreux défis. L'économie reste excessivement dépendante des hydrocarbures, qui représentent environ 95% des revenus d'exportation. Cette dépendance rend le pays vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole et du gaz. La diversification économique, promise depuis des décennies, reste largement inachevée. Le secteur privé est faible, étouffé par la bureaucratie, la corruption et l'incertitude juridique. Le chômage, particulièrement chez les jeunes, reste élevé. Des millions de jeunes Algériens éduqués ne trouvent pas d'emploi correspondant à leurs qualifications. Beaucoup rêvent d'émigrer, cherchant des opportunités en Europe ou ailleurs. La fuite des cerveaux prive l'Algérie de talents dont elle a besoin pour se développer. La question berbère reste sensible. Les Berbères, représentant environ 20 à 30% de la population, revendiquent la reconnaissance de leur langue et de leur culture. Après des décennies de mobilisation, le tamazight a été reconnu langue nationale et officielle aux côtés de l'arabe. Mais la mise en œuvre reste limitée. Les relations avec le Maroc voisin sont tendues depuis des décennies à cause du conflit du Sahara occidental. L'Algérie soutient le Front Polisario, qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, contre le Maroc, qui considère ce territoire comme sien. Cette rivalité régionale affecte toute la région du Maghreb, empêchant l'intégration économique et politique qui pourrait bénéficier à tous. Les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont fermées depuis 1994. Sur le plan sécuritaire, l'Algérie fait face à des menaces terroristes persistantes, particulièrement au Sahel, où des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique opèrent. L'armée algérienne mène des opérations contre ces groupes et sécurise les frontières. L'instabilité en Libye voisine, plongée dans le chaos depuis la chute de Kadhafi en 2011, constitue une source de préoccupation. Des armes, des combattants et des migrations transitent par la Libye vers l'Algérie. La question de la mémoire historique reste vive. Les relations avec la France, l'ancienne puissance coloniale, sont compliquées par le poids du passé colonial. L'Algérie demande la reconnaissance par la France des crimes commis pendant la colonisation et la guerre d'indépendance. La France a fait quelques gestes, reconnaissant certains massacres et crimes, mais sans présenter d'excuses officielles complètes, comme l'exige Alger. Les archives de la période coloniale restent partiellement inaccessibles aux chercheurs algériens. Cette question mémorielle empoisonne périodiquement les relations bilatérales, bien que des liens économiques et humains importants unissent les deux pays. La société algérienne est jeune, avec environ 70% de la population de moins de 30 ans. Cette jeunesse est connectée au monde via Internet et les réseaux sociaux, exposée à des idées et des modes de vie diversifiés. Elle aspire à la liberté, à la modernité, à la prospérité. Mais elle se heurte à un système politique sclérosé, une économie stagnante
et une société conservatrice. Cette tension générationnelle et culturelle alimente les frustrations et les mouvements de contestation. Les femmes algériennes ont joué un rôle crucial dans l'histoire du pays. Pendant la guerre d'indépendance, des femmes comme Djamila Bouhired, Hassiba Ben Bouali et Zora Drif combattirent dans les rangs du FLN, posant des bombes, transportant des messages, soignant les blessés. Leur sacrifice fut immense. Après l'indépendance, malgré les promesses, leur statut ne s'améliora pas significativement. Le Code de la famille, adopté en 1984, institutionnalisa la discrimination contre les femmes, les plaçant sous tutelle masculine et limitant leurs droits en matière de mariage, divorce et héritage. Les féministes algériennes ont lutté pendant des décennies pour changer ces lois. Des réformes partielles furent adoptées en 2005, améliorant quelque peu la situation, mais l'égalité complète reste un objectif lointain. Les femmes algériennes sont de plus en plus éduquées, représentant souvent la majorité des étudiants universitaires. Elles travaillent dans tous les secteurs, sont médecins, avocates, ingénieurs. Mais elles se heurtent toujours au patriarcat, au harcèlement et aux discriminations. Le mouvement féministe algérien reste actif, exigeant l'égalité et la dignité. La culture algérienne est riche et diversifiée, mélange d'influences berbères, arabes, africaines, méditerranéennes et françaises. La musique Ray, née dans les années 1920 dans l'ouest algérien, est devenue un phénomène mondial. Des artistes comme Cheb Khaled, Cheb Mami et Rachid Taha ont porté le Ray sur les scènes internationales. La littérature algérienne, écrite en arabe et en français, a produit des auteurs de renommée internationale comme Kateb Yassine, Mohamed Dib, Assia Djebar et Kamel Daoud. Le cinéma algérien, bien que confronté à des défis financiers et politiques, a donné des œuvres remarquables. La question linguistique reste complexe. L'arabe classique est la langue officielle de l'éducation et de l'administration, mais l'arabe algérien dialectal est la langue quotidienne de la majorité. Le français reste largement utilisé dans l'économie, les sciences et une partie de l'éducation supérieure. Le berbère, reconnu officiellement, est parlé par une partie significative de la population. Cette pluralité linguistique reflète la diversité algérienne, mais crée aussi des tensions quand elle est politisée. L'islam est la religion de la quasi-totalité des Algériens, mais il est pratiqué de manière diverse. Il existe des courants conservateurs, des soufis attachés aux traditions mystiques, des réformistes prônant un retour aux sources, et des musulmans laïcs pour qui la religion est une affaire privée. Le salafisme, mouvement rigoriste importé du Golfe, a gagné en influence depuis les années 1980, créant des tensions avec les pratiques traditionnelles plus souples. Le sport, particulièrement le football, passionne les Algériens. L'équipe nationale de football, les Fennecs, a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises, en 1990 et 2019. Ces victoires ont été célébrées dans tout le pays et la diaspora, offrant des moments rares d'unité nationale et de fierté collective. Des joueurs algériens évoluent dans les meilleurs clubs européens, portant haut les couleurs de leur pays. La diaspora algérienne est importante, estimée à environ 5 à 6 millions de personnes vivant principalement en France, mais aussi au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Cette diaspora maintient des liens étroits avec l'Algérie, envoyant des remises financières, investissant et transmettant la culture algérienne aux nouvelles générations nées à l'étranger. Mais elle vit aussi des tensions identitaires, partagées entre 2 mondes, 2 cultures, 2 langues. L'environnement est une préoccupation croissante en Algérie. Le pays fait face à la désertification, la pénurie d'eau, la pollution et les effets du changement climatique. Le Sahara avance progressivement vers le nord, grignotant les terres cultivables. Les ressources en eau sont limitées et mal gérées. Les villes souffrent de pollution atmosphérique et de gestion défaillante des déchets. Des initiatives existent pour développer les énergies renouvelables, notamment solaires,
exploitant l'ensoleillement exceptionnel du pays. Mais les investissements restent insuffisants. L'Algérie possède un patrimoine historique et naturel exceptionnel. Les ruines romaines de Timgad, Djémila et Tipaza témoignent de la grandeur de l'Afrique romaine. La Casbah d'Alger, labyrinthe médiéval de ruelles et de maisons blanches, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Mzab, vallée du Sahara habitée par les Mozabites ibadites depuis le XIe siècle, offre un exemple unique d'urbanisme saharien adapté aux conditions extrêmes. Le Tassili Nadjer, avec ses peintures rupestres millénaires, raconte l'histoire des premiers habitants du Sahara quand la région était verdoyante. Mais ce patrimoine est menacé. Le manque d'entretien, l'urbanisation sauvage, le pillage archéologique et l'absence de politique cohérente de préservation mettent en péril ces trésors. Des efforts sont faits, mais ils restent insuffisants face à l'ampleur des besoins. Le tourisme, qui pourrait être une source importante de revenus et d'emplois, reste sous-développé. L'instabilité sécuritaire passée et les lourdeurs administratives ont découragé les visiteurs. Pourtant, l'Algérie a tout pour attirer. Histoire riche, paysages variés allant de la Méditerranée au Sahara, culture vivante. En regardant vers l'avenir, l'Algérie se trouve à un carrefour. Le pays possède d'immenses atouts. Une population jeune et éduquée, des ressources naturelles abondantes, une position géographique stratégique, une histoire riche qui a forgé une identité forte. Mais il souffre de gouvernance médiocre, de corruption systémique, d'une économie rentière non diversifiée, de tensions sociales et politiques non résolues. La transition énergétique mondiale représente un défi majeur pour l'Algérie. Si le monde réduit sa consommation d'hydrocarbures pour combattre le changement climatique, les revenus algériens du pétrole et du gaz diminueront. Le pays doit impérativement diversifier son économie, développer l'agriculture, l'industrie, les services, le tourisme. Il doit améliorer le climat des affaires, combattre la corruption, investir massivement dans l'éducation et la formation, et libérer l'énergie créatrice de sa jeunesse. La question politique reste cruciale. L'Algérie a besoin d'institutions démocratiques réelles, d'un État de droit, de liberté d'expression, de justice indépendante. Le système actuel, opaque et autoritaire, étouffe les initiatives, décourage les talents et alimente la frustration. Les jeunes Algériens qui manifestaient lors du Irak exprimaient cette aspiration à un nouveau contrat social, à une Algérie où le mérite compte plus que les connexions, où la loi s'applique à tous, où les dirigeants sont redevables devant le peuple. La réconciliation nationale est également essentielle. Les blessures de la décennie noire ne sont pas guéries. Des milliers de familles attendent toujours la vérité sur le sort de leurs proches disparus. Les responsables des massacres, qu'ils soient islamistes ou agents de l'État, n'ont jamais été jugés. L'amnistie accordée aux combattants a permis le retour à la paix, mais elle a aussi créé un sentiment d'impunité et d'injustice. Une justice transitionnelle, qui établirait la vérité, reconnaîtrait les souffrances et punirait les coupables, pourrait aider la société algérienne à tourner la page. L'intégration régionale est une opportunité manquée. Le Maghreb, avec 100 millions d'habitants et des économies complémentaires, pourrait former un bloc régional puissant. Mais les rivalités politiques, notamment entre l'Algérie et le Maroc, empêchent cette intégration. L'Union du Maghreb arabe, créée en 1989, existe sur le papier, mais ne fonctionne pas. Les frontières fermées, les barrières commerciales et l'absence de coopération privent la région d'opportunités économiques immenses. L'Algérie doit aussi définir sa place dans le monde. Longtemps leader du tiers-mondisme et des non-alignés, le pays a vu son influence internationale décliner. Il doit reconstruire ses relations internationales, diversifier ses partenariats au-delà de la France et de la Russie traditionnellement proches, et s'engager activement dans les organisations internationales. La diaspora algérienne peut jouer un rôle de pont,
facilitant les échanges économiques, scientifiques et culturels. La société civile algérienne, malgré les contraintes, reste vivante. Des associations, des ONG, des militants travaillent sur des questions environnementales, de droits humains, de développement local. Ils comblent souvent les lacunes de l'État, fournissant des services, mobilisant les citoyens, proposant des solutions. Renforcer la société civile, lui donner l'espace et les moyens d'agir, peut contribuer à construire une Algérie plus démocratique et plus juste. L'éducation est la clé du futur. L'Algérie a investi massivement dans l'éducation depuis l'indépendance, atteignant un taux de scolarisation élevé. Mais la qualité de l'enseignement laisse à désirer. Les programmes sont souvent obsolètes, l'enseignement trop théorique, les enseignants mal formés et mal payés. Une réforme profonde du système éducatif est nécessaire pour préparer les jeunes aux défis du XXIe siècle. Il faut encourager la pensée critique, la créativité, l'innovation, et non la simple mémorisation. La santé publique est un autre domaine nécessitant des améliorations. L'Algérie dispose d'un système de santé gratuit, mais il souffre de sous-financement, de manque d'équipements, de pénurie de médicaments et de personnel médical. Les Algériens qui en ont les moyens se soignent à l'étranger. Investir dans la santé, former des médecins et infirmières, construire et équiper des hôpitaux, et développer une industrie pharmaceutique locale sont des priorités. Le changement climatique affectera particulièrement l'Algérie. Les projections indiquent une augmentation des températures, une baisse des précipitations et une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Le pays doit se préparer à ces changements en développant l'agriculture résistante à la sécheresse, en améliorant la gestion de l'eau, en protégeant les écosystèmes fragiles et en réduisant sa propre empreinte carbone. L'Algérie possède un potentiel énorme en énergie renouvelable, particulièrement solaire. Exploiter ce potentiel pourrait transformer le pays en exportateur d'énergie propre. Les nouvelles technologies offrent des opportunités. L'Algérie a une jeunesse connectée, familière avec Internet et les réseaux sociaux. Développer le secteur des technologies de l'information et de la communication, créer un environnement favorable aux startups et investir dans la recherche et développement peuvent créer des emplois qualifiés et modernes. Des initiatives existent, des incubateurs se créent, des jeunes entrepreneurs innovent. Mais ils ont besoin de soutien, de financement, de cadres réglementaires favorables. La culture peut aussi être un levier de développement. Les industries créatives, cinéma, musique, artisanat, design, offrent des opportunités économiques et projettent une image positive de l'Algérie. Soutenir les artistes, faciliter la production culturelle, promouvoir la culture algérienne à l'international peut avoir des retombées économiques et diplomatiques. La culture est aussi un moyen de dialogue, de construction de ponts entre les communautés, de célébration de la diversité algérienne. L'histoire de l'Algérie est celle d'un territoire et d'un peuple qui ont survécu à invasion, conquête, colonisation, guerre, dictature, terrorisme. Rien n'a pu briser la volonté du peuple algérien de persévérer, de résister, de se relever. Cette résilience, forgée à travers des millénaires d'épreuves, est l'atout le plus précieux de l'Algérie. Elle témoigne d'une force intérieure, d'une identité profonde qui transcende les régimes politiques et les circonstances historiques. Les Berbères qui résistèrent aux Romains, aux Vandales, aux Byzantins, aux Arabes, montraient déjà cette ténacité. Koussaïla et Caïna sont devenus des symboles parce qu'ils incarnent le refus de la soumission. Massinissa et Jugurtha, qui tentèrent de construire des États berbères puissants face à Rome, préfiguraient les aspirations nationales modernes. La conversion à l'islam ne fut pas une simple capitulation, mais une transformation
qui permit aux populations locales de s'approprier une nouvelle religion et de la modeler selon leurs besoins. Les royaumes médiévaux berbères, Rostémides, Zirides, Hammadides, Almoravides, Almohades, Mérinides, Zianides, Hafsides, tous témoignent de la capacité nord-africaine à créer des structures politiques sophistiquées. Ces États ne furent pas de simples périphéries des califats orientaux, mais des centres de pouvoir autonomes qui contribuèrent à la civilisation islamique. Kairouan, Fès, Tlemcen, Tunis furent des capitales intellectuelles où la science, la philosophie, la poésie et l'art prospérèrent. L'intégration dans l'Empire ottoman donna à l'Algérie 3 siècles de stabilité relative. Alger devint une puissance méditerranéenne redoutée. Les corsaires barbaresques, bien qu'aujourd'hui vus négativement à travers le prisme occidental, représentaient à leur époque une forme de résistance économique et militaire face à la domination européenne croissante. Ils redistribuaient les richesses de la Méditerranée et maintenaient un équilibre des pouvoirs. La conquête coloniale française fut un traumatisme immense. 132 ans de domination étrangère, d'expropriation, d'humiliation, de discrimination systémique. Mais même sous le joug colonial, les Algériens ne cessèrent jamais de résister. De manière armée avec Abdelkader, de manière culturelle avec les oulémas, de manière politique avec les nationalistes. La guerre d'indépendance, terrible dans sa violence, fut l'aboutissement logique d'un siècle de résistance. Elle coûta cher, mais elle rendit à l'Algérie sa souveraineté. L'Algérie indépendante n'a pas toujours tenu les promesses de la Révolution. Les régimes autoritaires, la corruption, les échecs économiques, la violence des années 90 ont déçu beaucoup d'espoir. Mais il serait injuste de ne voir que les échecs. L'Algérie a construit des infrastructures massives, alphabétisé des millions de personnes, formé des générations d'ingénieurs, de médecins, d'enseignants. Elle a maintenu son unité territoriale malgré les défis. Elle a évité les guerres civiles ethniques ou religieuses qui ont déchiré d'autres pays post-coloniaux. Le Hirak de 2019 a montré qu'une nouvelle Algérie est possible. Des millions de citoyens sont descendus dans les rues pacifiquement, avec discipline et détermination. Ils ont prouvé que le peuple algérien refuse la résignation, qu'il aspire à la liberté et à la dignité. Jeunes et vieux, hommes et femmes, arabes et berbères, tous marchaient ensemble pour un objectif commun. Ce mouvement, même s'il n'a pas encore atteint tous ses objectifs, a marqué un tournant dans la conscience collective algérienne. L'Algérie du futur se construit aujourd'hui. Elle se construit dans les universités, où des étudiants étudient, recherchent, innovent. Elle se construit dans les start-up, où de jeunes entrepreneurs créent des solutions aux problèmes locaux. Elle se construit dans les associations, où des citoyens s'engagent pour leur communauté. Elle se construit dans les foyers, où des parents élèvent leurs enfants avec l'espoir d'un avenir meilleur. Elle se construit dans les esprits de millions d'Algériens qui refusent le statu quo et imaginent un pays différent. Cette Algérie future sera nécessairement différente de celle des premières décennies d'indépendance. Elle ne peut plus s'appuyer uniquement sur les revenus pétroliers. Elle ne peut plus fonctionner avec un système politique opaque et autoritaire. Elle ne peut plus ignorer les aspirations de sa jeunesse. Elle doit se réinventer, trouver un nouveau modèle de développement, un nouveau contrat social, une nouvelle place dans le monde. La diversité algérienne, longtemps vue comme un problème, peut devenir une force. Berbères et arabes, chacun avec leur langue et leur culture, contribuent à la richesse du pays. Le bilinguisme, voire le trilinguisme avec le français, est un atout dans un monde globalisé. Les traditions ancestrales berbères, la poésie arabe,
la philosophie islamique, les influences méditerranéennes et africaines, tout cela forme un patrimoine culturel unique qui peut être source de créativité et d'innovation. Les femmes algériennes doivent jouer un rôle central dans cette transformation. Elles ont prouvé leur courage et leur détermination depuis la guerre d'indépendance jusqu'au Irak. Elles sont éduquées, compétentes, engagées. Leur pleine participation à la vie économique, politique et sociale n'est pas seulement une question de justice, mais aussi une nécessité pour le développement du pays. Aucun pays ne peut prospérer en marginalisant la moitié de sa population. La diaspora algérienne est un pont entre l'Algérie et le monde. Les Algériens de France, du Canada, des États-Unis et d'ailleurs maintiennent des liens avec leur pays d'origine. Ils investissent, transfèrent des compétences, servent de relais culturels et commerciaux. Mieux les intégrer dans le projet national, faciliter leur contribution, reconnaître leur double appartenance, peut bénéficier à tous. L'Algérie doit aussi réconcilier avec son passé complexe. Reconnaître que son histoire n'est pas monolithique, mais multidimensionnelle. Que l'Algérie a été berbère, romaine, vandale, byzantine, arabe, ottomane, française, et qu'elle est aujourd'hui algérienne, synthèse de toutes ces influences. Que cette multiplicité n'est pas une faiblesse, mais une richesse. Que tous les Algériens, quelle que soit leur origine ethnique, linguistique ou régionale, partagent une histoire commune et un destin commun. La mémoire de la guerre d'indépendance doit être préservée, mais ne doit pas être instrumentalisée politiquement. Les combattants méritent respect et reconnaissance pour leur sacrifice. Mais utiliser la légitimité révolutionnaire pour justifier l'autoritarisme et la corruption trahit leur mémoire. Les jeunes générations algériennes, qui n'ont pas connu la guerre, ont le droit de construire leur propre avenir sans être prisonnières du passé. Le dialogue avec la France, nécessaire et inévitable en raison des liens historiques et humains, doit se faire sur des bases d'égalité et de respect mutuel. La France doit reconnaître pleinement les crimes du colonialisme et les souffrances infligées au peuple algérien. L'Algérie doit accepter que la réconciliation mémorielle est un processus long et complexe qui ne peut se résumer à des déclarations politiques. Les historiens des deux pays doivent travailler ensemble pour établir la vérité historique, ouvrir les archives et permettre une compréhension partagée du passé. Mais l'Algérie ne doit pas se définir uniquement par rapport à la France. Elle doit diversifier ses relations internationales, renforcer ses liens avec ses voisins maghrébins, africains, arabes, développer des partenariats avec l'Asie, l'Amérique latine, partout où des opportunités existent. L'Algérie a un rôle à jouer dans la stabilisation du Sahel, dans la résolution des conflits régionaux, dans la lutte contre le terrorisme et le changement climatique. Le Sahara algérien, immense et encore largement inexploité, représente à la fois un défi et une opportunité. Défi car il est difficile d'y vivre et d'y travailler. Opportunité car il recèle des ressources minérales, offre un potentiel touristique extraordinaire et pourrait devenir un laboratoire pour les énergies renouvelables. Développer le Sahara de manière durable, en respectant les populations locales et l'environnement fragile, peut contribuer à l'équilibre régional du pays. Les villes côtières, Alger, Oran, Annaba, Constantine, doivent devenir de véritables métropoles modernes, compétitives, vivables. Elles ont besoin d'investissements massifs dans les transports publics, le logement, les infrastructures culturelles et sportives. Elles doivent attirer les investissements, les talents, devenir des pôles d'innovation et de créativité. Mais le développement ne doit pas se concentrer uniquement sur les grandes villes. Les zones rurales et les petites villes ont besoin d'attention pour éviter l'exode rural massif et les déséquilibres territoriaux. L'agriculture algérienne a un potentiel important, mais largement sous-exploité. Le pays importe une grande partie de sa nourriture, dépensant des milliards en devises étrangères. Développer l'agriculture,
Moderniser les techniques, soutenir les agriculteurs, investir dans l'irrigation et la recherche agronomique peut réduire cette dépendance alimentaire. L'Algérie possède des terres fertiles dans le nord, des oasis dans le sud et une tradition agricole millénaire qu'elle doit réhabiliter. L'industrie, qui fut une priorité dans les années 70 et 80, a largement décliné. Les complexes industriels sont souvent obsolètes, inefficaces, déficitaires. Une réindustrialisation est nécessaire, mais elle doit être intelligente, ciblée, orientée vers des secteurs où l'Algérie peut être compétitive. Les industries de transformation des ressources naturelles, la pétrochimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables sont des pistes à explorer. Le secteur tertiaire, services, commerce, tourisme, a été négligé. Or, c'est lui qui crée le plus d'emplois dans les économies modernes. Libérer le potentiel du secteur privé, réduire la bureaucratie, faciliter la création d'entreprises, protéger les droits de propriété peut dynamiser l'économie. Des millions de jeunes Algériens ont des idées, de l'énergie, de la volonté d'entreprendre. Ils ont besoin d'un environnement favorable. La corruption est un cancer qui ronge l'Algérie. Elle détourne des ressources publiques, fausse la concurrence, décourage l'investissement, mine la confiance dans les institutions. Combattre la corruption exige une volonté politique au plus haut niveau, des institutions indépendantes, une justice impartiale, une presse libre et une société civile vigilante. Des scandales de corruption éclatent régulièrement, des responsables sont arrêtés. Mais tant que le système qui permet la corruption reste en place, les arrestations individuelles ne suffiront pas. La justice doit être indépendante et impartiale. Actuellement, elle est souvent perçue comme un instrument du pouvoir politique, utilisé pour régler des comptes ou intimider les opposants. Une justice crédible est essentielle pour la démocratie, l'état de droit et la confiance des citoyens et des investisseurs. Réformer le système judiciaire, garantir l'indépendance des juges, améliorer la formation, moderniser les procédures sont des priorités. La liberté de la presse et d'expression est régulièrement violée. Des journalistes sont harcelés, des médias censurés, des blogueurs emprisonnés. Pourtant, une presse libre est indispensable pour informer les citoyens, surveiller les pouvoirs publics et permettre le débat démocratique. Les réseaux sociaux ont partiellement comblé ce vide, permettant aux Algériens de s'exprimer et de s'informer. Mais ils ne remplacent pas des médias professionnels indépendants. L'armée algérienne, qui a joué un rôle central dans l'histoire du pays depuis l'indépendance, doit trouver sa place dans une Algérie démocratique. Elle a protégé le pays contre les menaces extérieures et intérieures. Mais son ingérence dans la politique civile a souvent été néfaste. Dans une démocratie mature, l'armée se soumet au pouvoir civil élu. Cette transition est difficile, mais nécessaire. Elle exige la confiance mutuelle entre civils et militaires et des garanties que les intérêts vitaux de la nation seront protégés. La réconciliation entre l'État et la société est urgente. Trop longtemps, les citoyens algériens ont perçu l'État comme une entité étrangère, oppressive, corrompue. Cette aliénation nourrit le cynisme et le désengagement. Reconstruire la confiance exige transparence, responsabilité, participation citoyenne. Les citoyens doivent sentir que l'État travaille pour eux, pas contre eux, que leurs impôts sont bien utilisés, que leur voix compte. L'identité algérienne est multiple et évolutive. Elle s'est construite à travers l'histoire, par sédimentation successive. Elle n'est pas figée, mais vivante, se réinventant à chaque génération. Les jeunes Algériens d'aujourd'hui, connectés au monde, exposés à des influences multiples, définissent leur identité différemment de leurs parents. Ils sont Algériens, mais aussi citoyens du monde. Ils aiment leur pays, mais critiquent ses défauts. Ils sont fiers de leur histoire,
mais ne veulent pas en être prisonniers. Cette Algérie nouvelle, diverse, dynamique, ouverte, est en train de naître. Elle se heurte à des résistances, à des structures figées, à des intérêts établis. Mais elle est inexorable. Les forces du changement sont plus puissantes que celles du conservatisme. La jeunesse, la démographie, la technologie, la globalisation, tout pousse vers la transformation. La question n'est pas si l'Algérie va changer, mais comment et à quel rythme. Le choix appartient aux Algériens eux-mêmes. Eux seuls peuvent décider du futur de leur pays. Aucune puissance extérieure, aucun modèle importé ne peut dicter la voie. L'Algérie doit trouver son propre chemin, en s'inspirant des expériences des autres, mais en restant fidèle à ses valeurs et à ses spécificités. La démocratie algérienne, quand elle émergera pleinement, ne sera pas une copie de la démocratie occidentale, mais une création originale adaptée au contexte local. L'espoir réside dans la résilience du peuple algérien, prouvée à travers les siècles. Chaque fois que l'Algérie semblait condamnée, elle s'est relevée. Après la destruction carthaginoise, elle est devenue romaine prospère. Après les invasions vandales et byzantines, elle a embrassé l'islam et contribué à sa civilisation. Après la dévastation hilalienne, elle a reconstruit des royaumes puissants. Après la conquête coloniale, elle a reconquis son indépendance. Après la décennie noire, elle a retrouvé la paix. Aujourd'hui, après des décennies d'autoritarisme et de stagnation, elle aspire à la renaissance. Cette renaissance ne sera pas facile ni rapide. Elle exigera des sacrifices, de la patience, de la détermination. Elle nécessitera des compromis, du dialogue, de la tolérance. Elle impliquera des échecs, des reculs, des frustrations. Mais elle est possible. Les ressources existent, humaines et matérielles. Les compétences existent, en Algérie et dans la diaspora. La volonté existe, manifestée par le Hirak et par les millions d'Algériens qui rêvent d'un pays meilleur. L'Algérie possède tous les ingrédients pour réussir. Une population jeune et éduquée, avide de changement. Des ressources naturelles abondantes qui peuvent financer la transition. Une position géographique privilégiée au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient. Une histoire riche qui a forgé une identité forte et une culture vivante. Une diaspora influente et engagée. Ce qui manque, c'est la gouvernance adéquate, le leadership visionnaire, les institutions efficaces. Créer ces conditions ne dépend pas d'un sauveur providentiel ou d'une solution miracle. Cela dépend de l'action collective, de l'engagement citoyen, de la participation de tous. Chaque Algérien, à son niveau, peut contribuer. L'entrepreneur qui crée des emplois, l'enseignant qui forme les jeunes esprits, le médecin qui soigne, l'artiste qui inspire, le journaliste qui informe, le militant qui mobilise. Tous construisent l'Algérie de demain. Les défis sont immenses, mais pas insurmontables. D'autres pays ont réussi des transitions similaires. La Corée du Sud, dévastée par la guerre dans les années 50, est devenue une puissance économique et technologique. Le Portugal et l'Espagne sont passés de dictature à des démocraties prospères. L'Irlande, longtemps pauvre et rurale, s'est transformée en hub technologique. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas l'Algérie? Bien sûr, chaque pays est unique, et les recettes qui fonctionnent ailleurs ne sont pas nécessairement transposables. Mais certains principes sont universels. L'éducation est fondamentale. L'état de droit est indispensable. La corruption doit être combattue. L'innovation doit être encouragée. Les talents doivent être valorisés. Les minorités doivent être respectées. La liberté doit être garantie. Ces principes, reconnus partout, doivent guider l'Algérie. Le chemin sera long. Des générations seront peut-être nécessaires pour accomplir la transformation complète.
mais chaque pas compte. Chaque réforme, même modeste, rapproche du but. Chaque voix qui s'élève pour la justice, chaque acte de courage, chaque initiative citoyenne contribue au changement. Le désespoir est facile, l'espoir exige du courage. Mais seul l'espoir peut construire l'avenir. L'histoire de l'Algérie n'est pas terminée. Elle s'écrit chaque jour, dans les rues d'Alger et d'Oran, dans les villages de Kabylie et des Aurès, dans les oasis du Sahara. Elle s'écrit dans les salles de classe et les amphithéâtres, dans les usines et les champs, dans les hôpitaux et les tribunaux. Elle s'écrit dans les cœurs et les esprits de millions d'Algériens qui portent en eux les rêves et les espoirs de leur nation. Cette terre qui a vu naître et mourir tant de civilisations, qui a résisté à tant de conquérants, qui a survécu à tant d'épreuves, cette terre continuera. Les montagnes du Tel continueront de se dresser fièrement. La Méditerranée continuera de caresser les plages. Le Sahara continuera son règne éternel. Et le peuple algérien continuera, génération après génération, à construire, à résister, à espérer, à vivre. L'Algérie est plus qu'un territoire, plus qu'un État. C'est une idée, un idéal, une promesse. La promesse d'un pays où tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, vivent dans la dignité et la liberté. La promesse d'une nation qui tire sa force de sa diversité. La promesse d'un avenir meilleur pour les générations futures. Cette promesse, portée par les combattants de l'indépendance, reprise par les manifestants du Hirak, vit dans le cœur de chaque Algérien. Et c'est cette promesse, plus forte que tous les obstacles, plus puissante que toutes les déceptions, plus durable que tous les régimes, qui garantit que l'histoire de l'Algérie continuera, riche de son passé, ancrée dans son présent, tournée vers son avenir. Car l'Algérie, comme l'a dit le poète, n'est pas seulement un pays, c'est une volonté, une fierté, une espérance qui ne meurt jamais.